Notre dernier invité de la journée va aborder maintenant un sujet qui nous est tous cher, évidemment, c'est le bien-être au travail. Jusqu'à maintenant, je trouve qu'on est plutôt bien dans ce symposium. Moi particulièrement, je suis vraiment ravi. Comment améliorer la qualité des relations sociales et du travail, la qualité de l'environnement physique et l'organisation du travail chaque jour? Il va vous apporter quelques clés fondamentales. Je vous demande d'accueillir Stéphane Boutet, il est consultant formateur en comportement managériaux. Stéphane Boutet, où est-ce que vous êtes? Ah, il est là-bas. Bonjour Stéphane. Je peux arrêter les musiciens quand je veux. C'est merveilleux. Ouais, sinon, ils jouent jusqu'à ce soir. Hein. Quel pouvoir. Quel pouvoir. Bon alors, le leadership, l'impact, l'interaction relationnelle entre les individus, ça fait beaucoup de sujets. Je vous laisse avec l'ensemble des équipes de GFI pendant un petit moment. C'est à vous de jouer. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Je vais aborder un sujet qui est pas très souvent abordé dans le monde de l'entreprise, c'est comment manager le bien-être et la performance. Je m'appelle Stéphane Boutet, je suis consultant. Je travaille depuis maintenant un certain nombre d'années sur l'humain dans l'entreprise. Je travaille avec un cabinet, l'IFAS, qui a été fondé par 2 médecins psychiatres il y a 25 ans, pour apporter les grilles de lecture de la psychologie au monde du travail et aider les dirigeants, les managers à travailler cette matière humaine qui est si compliquée à travailler. Alors, ce sujet, manager le bien-être et la performance, c'est effectivement un sujet qui est rarement abordé dans le monde de l'entreprise, parce que dans le monde de l'entreprise, assez traditionnellement, on pense que la performance est liée à la pression. Et d'ailleurs, quand les résultats ne sont pas là, qu'est-ce qu'on fait? On met de la pression. Et on est dans l'illusion de croire que plus on va mettre de la pression, et plus les résultats vont être au rendez-vous. Or, depuis un certain nombre d'années, on se rend compte que la pression, finalement, c'est pas si bon que ça. On s'en est rendu compte d'abord à travers des événements dramatiques que vous avez suivis il y a quelques années chez France Télécom, à la Poste, chez Renault, puis par l'apparition de plus en plus de gens qui sont en dépression dans l'entreprise, de gens qui sont en troubles anxieux, ou depuis un certain nombre d'années, ce sujet qui revient de plus en plus, qui est le burn-out, ou syndrome d'épuisement professionnel. Et donc, tout d'un coup, la question s'est posée, comment on peut manager bien-être et performance, et surtout, est-ce qu'on ne devrait pas revoir nos définitions de la performance? Donc on est passé de la performance à une performance qui serait plutôt une performance durable, qui est comment je peux produire des résultats aujourd'hui, mais sans hypothéquer demain. Alors là, ça devient un petit peu plus compliqué, et c'est à ce moment-là que la psychologie va pouvoir aider. Traditionnellement, la psychologie au travail, c'est plutôt une psychologie qui est tournée vers les maladies psychiques. Comment on peut prévenir le stress, les risques psychosociaux, comment on peut éviter les débordements émotionnels. Et puis, depuis une vingtaine d'années, s'est développé un nouveau mouvement qui est la psychologie positive. Alors, c'est quoi la psychologie positive? C'est essayer de comprendre et de favoriser ce qui fait qu'on est heureux. Essayer de comprendre ce qui nous rend heureux au travail, ou en tout cas, ce qui va développer notre bien-être au travail. Vaste question. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont été menées depuis maintenant 20 ans, puisqu'il y a 20 ans que cette psychologie positive étudie ce sujet-là. Des études, il y en a eu plus de 200 qui ont été menées. On commence maintenant à compiler les résultats. 250 000 personnes qui ont été étudiées. Et au final, 2 grandes révélations, des choses qui vont vous faire tomber de votre chaise. Aujourd'hui, on a la preuve scientifique que quand on est heureux, on travaille mieux. C'est bien 20 ans d'études, 200 études, 250 000 personnes, pour arriver à quelque chose dont, de façon très empirique, on avait tous le sentiment, c'est que quand on est heureux, on est plus performant. Mais maintenant, on sait le prouver scientifiquement. Ça, c'est déjà important. Et puis, deuxième chose, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que ces études nous prouvent qu'on peut développer notre capacité à être heureux au travail et notre bien-être. Et qu'en tant que manager et en tant que dirigeant, on a plein de leviers pour développer le bien-être de ses collaborateurs. Alors là, ça commence à être intéressant. Alors déjà, qu'est-ce qu'elles nous apprennent ces études? Eh bien, aujourd'hui, on fait une corrélation évidente entre la performance et le bien-être. Quand les gens sont heureux, on peut arriver à développer 30% de productivité en plus. 30%. Quel est le process, quelle est l'organisation qui va pouvoir développer 30% de productivité aujourd'hui? Vous voyez, la question qu'on peut se poser, c'est
Sachant ça, qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise pour vous aider et pour développer le bien-être de ses collaborateurs? Et c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué pour l'entreprise parce que ça va toucher au domaine des émotions. Et ça, les émotions, l'entreprise, elle est assez mal à l'aise avec. En tout cas, elle aimerait que tout le monde soit dans des émotions positives. Elle aimerait que tout le monde soit super motivé, la banane en permanence, mais elle ne sait pas comment faire. Et puis, elle ne sait pas comment gérer les émotions qui sont des émotions négatives, entre guillemets, en tout cas des émotions inconfortables, et qui pourtant sont très présentes dans l'entreprise. L'agacement, ça ne va pas assez vite, l'impatience, le mécontentement, la colère, la frustration, le sentiment d'impuissance. Tous les jours, vous êtes habité par ces émotions, et comment faire avec? Donc, 30% de productivité en travaillant sur le bien-être, c'est déjà important. On sait aujourd'hui qu'il y a une baisse de l'absentéisme, les gens sont moins souvent malades. On sait que ça préserve aussi beaucoup du syndrome d'épuisement professionnel tel que le burn-out. On sait que ça augmente aussi la créativité. Alors ça, on le sait parce que quand on est heureux, on a plutôt des émotions positives, et les émotions positives déclenchent la sécrétion de neurotransmetteurs, sérotonine, noradrénaline, dopamine, qui vont favoriser la créativité, augmenter la rapidité de compréhension, nous permettre de traiter les sujets de façon plus rapide, plus explicite, et puis ça va aussi permettre de coopérer davantage. Ça va créer de la transversalité, les gens vont se parler mieux, ce qui est pas mal déjà, et ça va faciliter l'échange entre les services. On sait également que quand on est heureux au travail, quand on est optimiste, quand on se sent capable, ça augmente à la fois notre autonomie et notre persévérance. J'ai confiance dans ma capacité à y arriver, je vais pouvoir le faire, et je vais même investir davantage pour y arriver. Et puis, dernière chose qui n'est pas négligeable, quand les gens sont heureux, eh bien, ils démissionnent moins souvent. Il y a un attachement plus fort à l'entreprise, il y a un investissement plus fort vis-à-vis de l'entreprise. Donc tout ça, il y a un certain nombre d'études qui le prouvent de façon scientifique aujourd'hui. Alors il faut déjà définir ce que c'est que le bien-être au travail. Le bien-être au travail, c'est difficile à définir, mais si je devais le résumer, je dirais que c'est pouvoir exercer son activité de façon à la fois efficace et sereine. C'est-à-dire maintenir une forme d'équilibre entre les exigences liées au travail et à l'environnement de travail et les ressources qu'on a pour y faire face. Il ne faut pas confondre le bien-être et le plaisir. Ce n'est pas tout à fait pareil. Le plaisir, c'est une émotion ponctuelle, mais ce n'est pas forcément bon pour la santé. Je me fais plaisir en mangeant du Nutella tous les jours, je ne suis pas sûr que pour mon bien-être, ce soit bon. Le bien-être, c'est quelque chose qui est plus durable. C'est un état qui va durer plus longtemps et qui ne s'accompagne pas forcément immédiatement par une sensation de plaisir. Hier soir, je suis allé courir, il faisait nuit, je n'avais pas envie, je n'ai pas pris beaucoup de plaisir à faire mes 10 km, mais je sais qu'aujourd'hui, j'en sens tous les bénéfices et je me sens mieux. Alors, quand on a défini le bien-être, quand on a réfléchi à ce que c'est, on voit bien qu'il y a un obstacle principal devant le bien-être qui est aujourd'hui ce qu'on trouve beaucoup dans l'entreprise, ce dont on parle beaucoup, c'est le niveau de stress, ou plus exactement le niveau de surstress. Un niveau de surstress, un niveau de stress élevé, est incompatible avec le bien-être, ça c'est sûr. Alors on va déjà essayer de définir ce que c'est que le stress. Cette définition, elle était un petit peu compliquée à trouver parce que pendant des années, il y avait deux chapelles qui s'opposaient sur cette définition. Il y avait une vision qui était plutôt une vision patronale. Non, on va commencer par l'autre. Il y avait une vision plutôt syndicale qui disait le stress, c'est l'environnement. Vous enlevez les facteurs de stress qui pèsent sur les salariés et les gens ne seront plus stressés. Alors on n'a qu'à vous enlever vos clients, si c'est vos clients qui vous stressent, vous ne serez plus stressés. Le problème, c'est que vous n'aurez plus de travail. Ça, c'est ballot. Alors il y avait une vision patronale, elle, qui disait « Non, mais attendez les gars, vous dites n'importe quoi, le stress, ce n'est pas l'environnement, le stress, c'est les individus. » Regardez, vous prenez deux personnes, vous les mettez dans la même situation, il y en a un qui est stressé et l'autre qui ne l'est pas. Alors avec cette vision, l'entreprise peut faire peser des contraintes absurdes sur ses salariés, leur donner des délais très courts, ne pas leur donner les moyens nécessaires et leur dire « Ah, ben si ça te stresse, c'est ton problème, nous, ça ne nous regarde pas. » Alors ça a été compliqué de mettre d'accord des gens qui disaient le stress et l'environnement et d'autres qui disaient le stress et les individus. Ils se sont mis d'accord dans un accord qui s'appelle un accord national interprofessionnel qui date d'octobre 2008, donc c'est assez récent. Et finalement,
on est tombé d'accord sur la définition européenne du stress, qui datait de 2005, mais en France, il nous faut en moyenne 3 ans de discussion pour nous mettre d'accord sur des trucs qui existent ailleurs dans le monde. C'est le charme du pays français. Et c'est la réalité. Hein. La dernière semaine, l'Europe avait donné 3 ans. La dernière semaine, on s'est dit, bon, bah, puisqu'on n'est pas d'accord, reprenons la définition européenne. Alors, la définition du stress, c'est quoi? La définition du stress, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'un état de stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose l'environnement et la perception qu'elle a des ressources pour faire face. Le premier mot qui est très important, celui qui est en bleu sur les slides, c'est le mot perception. Le stress, c'est une affaire de perception individuelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des facteurs objectifs, mais ça veut dire que quand quelqu'un se noie dans un verre d'eau, lui, il se noie vraiment. Et que si vous jugez son stress à l'aune de votre propre perception, vous allez peut-être lui dire « Attends, arrête de te plaindre, quoi, il y a 30 cm d'eau, moi j'en fais 10 fois plus que toi, allez, vas-y, quoi, bouge !» Et quand vous faites ça, vous faites quoi? Vous l'enfoncez. Vous lui mettez la tête sous l'eau. Attention, hein, le premier réflexe que l'on a, c'est juger l'autre à travers le seul filtre que l'on connaisse, c'est moi. Comment moi je réagirais? Le stress est une affaire de perception. Quand quelqu'un se noie dans un verre d'eau, lui, sa souffrance à lui, elle est réelle. Ça, c'est la première chose qui est très importante. La deuxième chose qui est importante, c'est une affaire de balance. Si j'ai la perception d'avoir plein de contraintes et pas assez de ressources, je suis en déséquilibre et je suis en surstress. Maintenant, je peux être aussi en déséquilibre inverse. Hein. Quand je perds un emploi, j'ai plein de ressources et j'ai plus de contraintes. Quand on m'a mis dans un placard ou que je fais la même chose depuis 20 ans et que ça commence à m'emmerder, j'ai plein de ressources et j'ai pas assez de contraintes. Et c'est aussi stressant d'être en inactivité ou d'être dans un placard que d'être en surcharge. J'en vois qui opinent du chef, ils ont dû connaître ça peut-être à un moment donné. Donc, le stress, ça n'est pas une maladie. On va essayer de dédiaboliser ce sujet. Le stress est une réaction normale d'adaptation à l'environnement. Quand on avait encore des peaux de bêtes et des gourdins à la ceinture, pour ceux qui s'en souviennent, et qu'on était attaqué par un dinosaure, alors il n'y a pas de dinosaure à l'époque des Homo sapiens, mais c'est une image, ça permet quoi le stress? Ça permettait quoi? Une augmentation du rythme cardiaque, un échauffement musculaire pour se préparer à 2 choses. Fuir, et si je ne peux pas fuir, me défendre, me battre. C'est ce qui a permis à l'espèce humaine de rester en vie. C'est une réaction naturelle d'adaptation, et c'est normal. La vie sans stress, ça n'existe pas. Vous seriez sur une île déserte, si la noix de coco qui d'habitude vous apporte votre petit déjeuner à 9 h ne tombe pas de l'arbre à 9 h 05, vous allez être stressé. Réaction naturelle d'adaptation. Je suis tout à fait capable de gérer une attaque de dinosaure de temps en temps. L'homme est assez bien construit pour ça. Par contre, le surstress, c'est quand j'ai l'impression qu'en permanence, j'ai un risque pour ma santé. En permanence, j'ai un dinosaure qui me poursuit. Si je ralentis, je vais me faire bouffer. Si je m'arrête pour refaire le lacet de ma chaussure, je vais me faire écraser. Et même la nuit, parfois, le dinosaure, il est encore dans ma tête. Quand on regarde ce que ça coûte émotionnellement de réagir à un stimuli de stress, je veux traverser la route, il y a quelqu'un qui va m'écraser, le stress me sauve la vie parce que ça me fait faire un bond, après j'ai juste envie de m'asseoir, je suis épuisé. Vivre en permanence avec cette impression que sa vie est réellement en danger, que je ne peux pas ralentir, c'est épuisant. Et ça, c'est du surstress, et ça, c'est un facteur de risque pour la santé. La cigarette n'est pas une maladie, c'est un facteur de risque pour la santé. Le stress n'est pas une maladie, c'est un facteur de risque pour la santé. Une exposition prolongée va développer des risques de burn-out, de dépression, d'anxiété, de problèmes de dos. 85% de vos problèmes de dos et des miens ne sont pas liés à un problème fonctionnel, c'est des problèmes de stress, des troubles digestifs, des problèmes de peau, des maladies psychosomatiques, des problèmes cardiovasculaires, et puis ça peut aller jusqu'à des crises suicidaires, voire jusqu'à des suicides. Alors, les petits signaux pour vous alerter que peut-être vous êtes rentré dans la zone rouge. Avant de vous les présenter, une petite précaution oratoire, il se peut que certains d'entre vous se reconnaissent dans les signaux. Ce n'est pas grave, hein. On va juste prendre le temps de les analyser, puis après, il faut avoir quelques outils pour revenir dans une zone d'efficacité à moindre coût. Alors, les signaux, évidemment, vous les connaissez sans doute.
Premier type de signaux pour vous dire que vous êtes en zone rouge, j'en vois qui bâillent. Bah oui. L'insomnie ou la fatigue, ce sont les désordres physiques. Quand je suis en surstress, j'ai du mal à m'endormir. Je me réveille plusieurs fois la nuit. Je me réveille systématiquement avant que mon réveil ne sonne, tous les matins. La fatigue générale, bah, c'est bizarre, hein, le lundi matin, pourtant j'ai rien fait du week-end, j'arrive plus à récupérer. Je suis fatigué. Des petites douleurs qui reviennent, alors vos fragilités, hein, problème de dos, problème de vertèbre cervicale, problème gastrique, qui sont là pour vous dire « attention, tu es en train de tirer sur la corde ». Deuxième type de désordre, des difficultés intellectuelles. Quand on est en surstress, on a du mal à se concentrer. Alors là, je vous rassure, ça ne vous concerne pas, parce que ça arrive dans 3 situations très précises qui ne ressemblent absolument pas à votre quotidien. C'est quand on est en réunion, quand on est en face-à-face, ou quand on travaille sur un dossier. Ça tombe bien, hein, vous n'êtes pas concerné. Donc je suis en réunion, mais en fait, j'écoute que d'une oreille, puisqu'en même temps, j'essaie de traiter d'autres sujets. Je suis en face-à-face, l'autre me parle et je suis en train de faire ma to-do list des choses que j'ai oublié de faire et du mail auquel je n'ai pas répondu. Et puis alors, je travaille sur un dossier, et puis au bout de 15 minutes, je m'aperçois que mon esprit il est parti ailleurs. Merde, il faut que je revienne me concentrer. J'ai du mal à me concentrer. Je fais des oublis, une mémoire de poisson rouge. Je fais que des to-do list partout. Hop, 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 hop. Je sens que je vais moins vite intellectuellement, ça percute moins. Troisième type de signaux des débordements émotionnels, je peux être assez facilement irritable. Pour des détails, pour des trucs anodins. Alors, celui-ci, ça, ce qui est sympa, c'est qu'il y a toujours quelqu'un de très gentil à la maison qui vous dit « Qu'est-ce que t'es chiant en ce moment ?» Alors, remerciez-la, ou remerciez-le, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes. Je deviens inquiet assez facilement, surtout le dimanche à partir de 17h30. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une espèce de petite boule dans le ventre qui commence à monter. Et puis je deviens facilement impatient. Le soir, quand je rentre, les enfants qui viennent me voir, tu peux me lire une histoire? Ah non, non, pas ce soir. Allez, hop, 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 lave-toi les dents, va au lit, hop, vite, tout le monde au lit. En fait, j'ai plus de patience pour les gens qui me sont chers. C'est ballot, hein? J'ai donné toute ma patience à des gens qui me sont moins proches, et dans mon sac à patience, il n'y en a plus pour les autres. Et pourtant, Dieu sait qu'ils en ont besoin, ceux-là, de notre patience. Et puis, dernier type de signaux d'alerte qui vont apparaître, des perturbations de comportement. Je suis moins disponible pour les autres, je suis moins disponible pour mes collaborateurs quand ils viennent me parler de leurs problèmes. Et hop, il faut que ça aille vite. Hein. Je suis dans une forme de désorganisation, de précipitation, j'essaie de tout faire en même temps. Je peux être assez facilement agressif, ou alors je m'enferme dans mon bureau. Il ne faut pas venir me déranger. Alors, on a tous des signaux qui s'allument de temps en temps, c'est tout à fait normal. Par contre, si vous avez 2 de ces signaux qui sont allumés en continu depuis 1 mois, au moins 1 mois, vous êtes potentiellement en surstress. Rien de grave, hein? Mais c'est peut-être le moment d'y consacrer un petit peu de temps pour essayer de revenir dans une zone à peu près acceptable. Alors, comment je peux diminuer mon surstress et comment je peux augmenter mon bien-être au travail? Ça, c'est des vraies questions, puisque toutes les études de neurosciences et de psychologie positive nous prouvent qu'on peut développer son bien-être au travail. J'ai choisi une image au hasard, alors totalement au hasard, et une analogie avec les sportifs qui est assez simple à comprendre. Hein. Les sportifs qui sont obsédés par la performance, encore plus que vous, manager, hein, ils font 3 choses que vous ne faites pas assez pour être performant. Ils font quoi? J'entends pas. Alors j'entends des Ah bah ils font du sport, oui, mais ça c'est leur métier. Non, ils font mieux que ça. Ils organisent la récupération. La récupération est un élément fondamental de la performance. Dans le programme du travail du sportif, les temps de récupération sont des temps extrêmement importants. Alors comment imaginer des gens qui ont déjà des capacités physiques hors normes et qui considèrent la récupération comme importante et que nous, simples mortels, avec nos simples capacités, on estime que la récupération, on verra bien. On est dans l'illusion de croire que la récupération, c'est secondaire, c'est indispensable. Premièrement, ils récupèrent. Deuxièmement, ils font quoi? Ils s'entraînent. Quand est-ce que vous entraînez, vous?
J'ai un peu l'impression que vous êtes souvent en match. Or, les coups nouveaux, c'est en entraînement qu'on les tente. Vous voyez, en match, il y a des risques. Donc, qu'est-ce qu'on fait en match? Sauf si on est en pleine confiance, on va plutôt jouer petit bras. À l'entraînement, je vais tenter des coups nouveaux que je vais essayer ensuite en match. Donc, comment j'organise régulièrement des moments pour analyser comment je fonctionne et réfléchir à comment je pourrais jouer différemment. Et puis, la troisième chose qu'ils font, alors vous le faites aussi de temps en temps, mais ils regardent le match. Quand Djokovic, c'est pas Djokovic qui avait perdu en quart de finale l'année dernière, c'est le numéro 1, le numéro 2, le Suisse Federer, qui perd en quart de finale contre Djokovic à Roland-Garros. Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde son match pour essayer de comprendre pourquoi il a joué comme ça et comment il pourrait jouer différemment la prochaine fois. Donc, on va essayer de s'inspirer des pratiques des gens qui sont obsédés par la performance pour essayer de les intégrer dans le monde du travail. Quelques outils simples pour être plus performant. 1. S'entraîner à identifier ses émotions. Et notamment, apprendre à prendre du recul. Ça, c'est la bonne tarte à la crème qu'on dit à quelqu'un quand il est un peu stressé. Bah, il faut que tu prennes du recul, Coco. Manière élégante de dire que moi, j'y arrive, mais que toi, tu as encore plein de progrès. Alors, c'est quoi prendre du recul? C'est quoi le process de la prise de recul? Ben, j'ai essayé de vous le donner. Deuxièmement, préserver son équilibre de vie. On va beaucoup parler de ça parce que c'est extrêmement important. Troisièmement, gérer votre outil de travail qui est quand même votre cerveau. Comment je fais de la maintenance sur mon cerveau? Comment je préserve la charge mentale? Comment j'arrive à développer ma pleine conscience, c'est-à-dire ma capacité à être concentré ici, maintenant, sans être pollué par d'autres pensées, par d'autres soucis, par d'autres ruminations? Et puis, dernier levier, comment je peux développer des émotions positives au travail et développer des relations de qualité. Donc, premier levier, le levier de la prise de recul. Dans ma balance, contrainte-ressources, côté contrainte, il y a deux types de contraintes différentes. Il y a les contraintes que m'impose l'environnement. Donc ces contraintes, on les connaît, c'est la charge de travail, c'est les délais, les urgences, les périodes de réorganisation, c'est des périodes qui vont être compliquées à gérer, c'est les imprévus, les incertitudes, c'est le client qui est une contrainte, c'est parfois le management, c'est difficile, le flou des priorités, etc. La liste n'est pas exhaustive, les emails. Mais votre stress ne naît jamais que de l'environnement. Le stress, c'est comme le feu, il faut 2 silex pour faire une étincelle. Le stress naît toujours de la rencontre entre des facteurs externes et des facteurs internes qui nous sont propres et qui nous appartiennent. Et si je ne peux pas changer mon environnement, le seul levier que j'ai pour mieux vivre la situation, c'est d'aller repérer quel est le silex personnel qui est irrité dans cette situation. Les exemples de contraintes de silex interne que l'on a, de pression que l'on se met, par exemple le besoin de contrôle, le besoin de tout maîtriser. Pour quelqu'un qui a besoin de garder le contrôle des situations, ce qui va être difficile à vivre, c'est les imprévus. C'est le flou. Mon voisin, lui, il est ingénieur, il aime bien aller dans le détail. Lui, ce qui est difficile à vivre, c'est les délais, c'est toujours trop court. Et puis mon voisin, lui, il a un souci d'autonomie. Lui, on lui a appris que dans la vie, on pouvait compter que sur soi-même. Il aime bien se débrouiller tout seul. Lui, ce qui va avoir du mal, c'est quand il y a un manager, peut-être, qui est un peu trop contrôlant. Ça va être difficile à vivre. Donc, la prise de recul, c'est la capacité déjà à analyser les contraintes externes, mais aussi à se poser la question de « mais pourquoi, moi, dans cette situation, je me sens dans cet état-là » Le schéma que je vous montre, c'est un schéma qu'on utilise beaucoup en psychologie, qui est le schéma qu'on appelle, alors pardon pour le gros mot, le schéma cognitivo-comportemental. Ça permet de comprendre le mécanisme du stress. Il est assez simple à comprendre. Un individu, dans une situation, il va avoir une réaction, et cette réaction, elle est dictée par 2 choses. Les émotions qu'il va ressentir, et ces émotions sont déclenchées par ce qu'il se dit, ces facteurs internes dans la situation. Je vais vous prendre un exemple très simple. La délégation. Quand vous êtes en surcharge, on vous conseille souvent de déléguer. Et d'ailleurs, on vous a peut-être formé ou payé une formation pour avoir un beau process de délégation. Normalement, vous savez déléguer. Sauf que peut-être qu'au moment de déléguer un dossier un peu important, il y a quelque chose que vous n'avez pas bien identifié, c'est que dans votre tête, vous avez une petite phrase qui vous dit « c'est mieux fait quand c'est moi qui fais ». Ou alors ça va plus vite quand c'est moi qui fais. C'est mieux fait quand c'est moi qui fais, ça va vous déclencher une émotion qui est l'inquiétude que ce soit mal fait.
Et du coup, assez naturellement, poussé par cette inquiétude, comme c'est une émotion un peu inconfortable, vous allez assez vite revenir vers la personne à qui vous avez confié le dossier en lui disant « Alors, t'as fait comment? T'as fait comme ça? Mais non, mais c'est pas comme ça. Mais non, mais attends, laisse, je vais le faire. » Si vous vous dites « ça va plus vite quand c'est moi qui fais », c'est l'impatience, et vous allez voir la personne à qui vous avez confié le dossier. « Tu en es où? T'as fait que ça? Mais non, mais attends, t'as vu non, mais les délais, non, mais non, allez, donne, je vais terminer. » Et donc, tant que je n'ai pas identifié les élastiques que j'ai dans le dos, dans les situations qui me stressent, c'est-à-dire quelles sont les émotions que je ressens, et en face des émotions, qu'est-ce que je me dis qui fait que je ressens ça, ça va être difficile de changer. Or, mon comportement va avoir une influence sur mon niveau de stress. Parce que quand je ne délègue pas, je suis en surcharge, donc je suis plus stressé. Pour arriver à prendre du recul, la technique, c'est toutes les semaines, prendre le temps de s'arrêter comme le fait Federer pour regarder son match, juste en listant les quelques situations où vous avez senti qu'il y avait de l'émotion. Alors l'émotion, on la sent à travers quoi? À travers des signaux physiques. Vous voyez à quoi je sens que je suis en colère? Quand la moutarde me monte au nez, je commence à sentir un rythme cardiaque qui s'accélère, une tension musculaire, je parle un peu plus fort, un peu plus vite. Ou alors à quoi je sens que je commence à avoir peur, je suis inquiet. Vous voyez, avant de monter sur scène devant 490 personnes, peut-être une petite boule dans le ventre, peut-être un petit peu transpirant, peut-être les jambes qui font un petit peu comme ça. Donc repérez ça, repérez vos émotions et nommez-les, on manque un peu de vocabulaire. Donc nos émotions principales, elles sont au nombre de 6. La surprise, la joie, la tristesse, la colère, la honte et la peur. Après, comme les couleurs sur la palette du peintre, ça va se mélanger. Mais déjà, si vous arrivez à peu près à dire dans quelle catégorie vous êtes, là, je suis quoi? Je suis inquiet, je suis intéressé, je m'ennuie, je suis impatient parce que j'ai envie que ça se finisse. Qu'est-ce que je ressens? Et puis, s'il y a des émotions, c'est qu'il y a des raisonnements. Il y a quelque chose que je me dis. Qu'est-ce que je me dis qui fait que je ressens ça? Vers quel type de comportement ça m'a poussé? Et quelles sont les conséquences de ce comportement sur mon stress? Se poser ces 5 questions une fois par semaine va augmenter votre compréhension de votre mécanisme à vous et va vous permettre de trouver des marges de manœuvre. Parce que la fois suivante, quand l'émotion va monter, vous allez la sentir et vous dire « Attention, méfie-toi, tu as tendance à réagir comme ça, et donc je vais essayer de faire différemment. » Prendre du recul à froid, c'est pouvoir changer de comportement à chaud. Sinon, vous allez continuer à faire de la même chose. Ça, c'est le premier levier. Deuxième levier qui est très important, c'est l'équilibre de vie. Quand j'étais petit, je vivais à Bangui. Est-ce que vous savez où se trouve Bangui? Oui. En Centrafrique, exact. C'est la capitale de la Centrafrique. Il y avait à l'époque un empereur qui s'appelait Bokassa, avec une histoire de diamants, ça vous donne peut-être des souvenirs. Et donc, il y avait un truc très amusant, c'est qu'en Afrique, ils avaient, à cette époque-là, des tabourets à 3 pieds dont aucun pied n'avait la même hauteur. Je me disais, c'est bizarre, comment on fait pour s'asseoir horizontalement quand les 3 pieds n'ont pas la même hauteur? Et en fait, ça pose aucun problème en Afrique. Comme le sol n'est absolument pas droit, ils prennent le tabouret, ils le tournent et ils trouvent toujours une position où le tabouret se stabilise à l'horizontale. Eh bien, notre équilibre de vie, pour chacun d'entre nous, c'est un petit peu comme un tabouret africain à 3 pieds. Il y a la vie professionnelle, il y a la vie familiale, et puis il y a la vie sociale, les sorties, les loisirs, les amis. OK. Le problème que l'on a, c'est que chacun d'entre nous, on a une quantité d'implication qui est limitée. Ça veut dire que si je m'implique beaucoup dans un des pieds, au hasard, la vie professionnelle, assez naturellement, les 2 autres pieds vont diminuer. Quand je parle d'implication, je parle de quoi? Je parle, ça va vous parler, du temps passé à y penser, et de la quantité d'énergie que je mets dans le travail. La somme de tout ça, c'est votre implication. Quelle énergie il me reste quand je rentre à la maison? Quelle énergie il me reste pour aller faire du sport, ou aller au théâtre ou au cinéma? Le problème, c'est que quand on est surimpliqué dans le travail, contrairement à ce que l'on croit, on est moins performant. Je ne dis pas qu'il faut se désimpliquer, hein. Je dis qu'il faut trouver un bon équilibre. Quand on est surimpliqué, on est moins performant, pourquoi? Moins de prise de recul, le nez dans le guidon en permanence.
moins de capacité à être disruptif. Vous savez, le grand mot en ce moment, disruptif, être en rupture, être créatif. Parce que je suis disruptif, parce que je vois d'autres choses que le travail. Ce n'est pas en étant tout le temps en mode photocopieur dans le travail que je vais être disruptif. Difficulté à entendre des critiques. Oui, je suis tellement impliqué que quand tu critiques mon travail, j'ai l'impression que tu me critiques. Et puis, je me mets potentiellement en risque. Je ne vous le souhaite pas, mais dans un parcours de vie, il peut arriver qu'à un moment donné, la sphère professionnelle s'écroule. Et quand j'ai tout investi là, et que peut-être d'ailleurs, en ayant perdu ma vie familiale ou une partie, le nombre de divorces donne un exemple de l'impact, de l'importance de la vie professionnelle sur le reste, qu'est-ce qui me reste pour me récupérer le jour où ça se passe mal dans la vie professionnelle ou le jour où ça s'arrête brusquement? Donc, un enjeu, c'est de se poser la question régulièrement. Aujourd'hui, combien je mets dans chacune des sphères en faisant un total de 100%, attention à ceux qui veulent mettre 200%, non, 100%. Comment ça se répartit dans chacun? Et puis, pour me sentir à mon équilibre, j'aimerais que ce soit comment, en étant réaliste, et regardez s'il y a un écart. Implication, temps passé à y penser, quantité d'énergie que j'y mets. S'il y a un écart, pour le combler, le seul levier que vous avez, c'est de vous fixer des petits objectifs personnels dans les autres sphères. Vous inquiétez pas, dans la vie professionnelle, on vous en fixe des objectifs. Il n'y a pas de problème. Dans la vie familiale, c'est parfois des ultimatums et c'est parfois trop tard. Puis alors, personne ne vous oblige à aller nager, faire de la danse classique ou des strings en macramé si vous aimez ça. Donc, se fixer des petits objectifs permet de réinvestir de l'implication et des émotions positives et donc de retrouver une forme d'équilibre. D'autant que quand je suis en déséquilibre, en plus, je vis dans une forme de frustration permanente parce que je me dis « Ah, regarde, tu fais plus de sport. Ah, t'es gros, t'es moche. Ah, regarde, je passe pas assez de temps avec mes enfants, je me sens coupable. » Donc, je m'assère en permanence dans des émotions plutôt inconfortables. Ce n'est pas ce qui va favoriser mon bien-être. Troisième levier qui va être très important, c'est votre capacité à préserver votre outil de travail qui est votre cerveau. Normalement, votre cerveau, si vous avez bien dormi le matin, quand vous vous levez, c'est à peu près comme ça. Après, 3 heures plus tard, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et alors, vers midi, c'est la jungle. Il y a plein de choses dans ma tête, je ne sais plus trier, je ne sais plus quel est le chemin, je ne sais plus par où passer. Or, quand vous êtes à peu près dans cet état-là, ça va être compliqué de vous concentrer, voyez ? Ça va être difficile d'être performant. Il y a un enjeu aujourd'hui à préserver le cycle du cerveau et à préserver le cycle de la performance. Le cycle de la performance et le cycle du bien-être, d'ailleurs, c'est le même. C'est d'abord se préparer, puis ensuite se concentrer, apprendre à rester concentré, et puis ensuite déconnecter, récupérer, de nouveau se préparer, etc. Quels sont les cycles qu'on a tendance à zapper dans le monde du travail? La préparation, je ne suis pas sûr qu'on soit toujours totalement préparé. Quand on regarde les agendas avec les rendez-vous qui se chevauchent, je ne suis pas sûr qu'on prenne vraiment le temps de réfléchir avant, tiens, qu'est-ce que je veux obtenir, c'est quoi l'objectif, etc. La déconnexion, la récupération, on en a déjà parlé, on n'est pas au top. Rester concentré, il y a des marges de progrès. Alors, il y a déjà un outil que vous pouvez tester, qui se développe de plus en plus dans les entreprises, qui s'appelle la pleine conscience. Sans doute que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cet outil. Il y a des applications pour vous aider, tant mieux pour les gens connectés. Donc, c'est quoi la pleine conscience? C'est s'arrêter de temps en temps, un instant, de s'arrêter de penser, arriver à faire taire le petit dialogue intérieur, les ruminations, les pensées obsédantes, les anticipations, juste pour se connecter à l'instant présent. Ça se voit très vite quand vous êtes en surcharge mentale. Quand vous rentrez à la maison et qu'on vous parle « Oh, tu m'écoutes ?»« Oui, 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 oui. » Le corps était à peu près à la maison, l'esprit était grandement chez GFI. Il n'avait pas bougé de place, il était resté sur place. Ou alors vous prenez un bouquin, vous arrivez en bas de la page, vous dites « Mais de quoi ça parle ?» Vous êtes obligé de recommencer à lire parce que vous n'avez absolument rien mémorisé. Donc vous êtes en train tout le temps de penser, peut-être même en ce moment en m'écoutant, diable, vous êtes peut-être en train de penser à autre chose.
Donc, comment je fais pour de temps en temps faire des pauses pour mon cerveau? Eh bien, ces exercices qui sont issus de la méditation, mais sans le côté philosophique, sont des exercices très simples qui permettent de s'arrêter quelques instants, 5 minutes par jour, pas plus. S'arrêter de penser, s'arrêter d'être sollicité par ces armes de destruction massive de temps de repos, s'arrêter d'être connecté, s'arrêter d'avoir de l'information. Vous voyez, juste mettre notre cerveau un tout petit peu au repos. Des exercices que vous pouvez trouver sur Internet, en application, 5 minutes, se concentrer sur sa respiration, 5 minutes se concentrer sur son corps, 5 minutes se concentrer sur les bruits autour. Mais ce qui est intéressant dans les exercices de pleine conscience, c'est de remarquer les moments où mon cerveau s'en va pour revenir. La concentration, pour être efficace, il ne faut pas mettre 100% sur le sujet, il faut mettre que 80%. Et garder 20% pour surveiller les moments où les 80 s'en vont. Et les faire revenir. Et c'est comme ça qu'on augmente sa capacité à rester concentré. Je ne peux pas empêcher d'avoir des pensées, des ruminations. Vous voyez, mon cerveau, c'est un peu comme la mer. Il y a des jours où il y a des vaguelettes, puis il y a des jours où c'est la tempête. Je ne peux pas empêcher la météo, mais je peux augmenter ma capacité à barrer et à essayer de rester au bon endroit. Donc ces exercices, 5 minutes par jour, vont vous permettre de développer à la fois votre capacité à être en pleine conscience, à la fois la récupération, à la fois vous préparer pour pouvoir ensuite être efficace. Dernier levier qui est très important, pour développer le bien-être, il faut essayer de développer des émotions positives au travail. Et puis développer des relations de qualité. Alors comment je peux développer des émotions positives? Chacun trouvera son truc. Moi, j'ai quelques petits outils à vous donner. La première chose, assez simple, hein, très basique, mais essayez d'anticiper, de programmer quelque chose qui va vous faire plaisir. Et puis dans la journée, essayez d'y penser. Moi, hier, je suis allé à la FNAC, j'ai acheté la dernière saison de Game of Thrones. Et donc, de temps en temps, dans la journée, je me dis « Ah, tiens, ce soir, je vais me faire 2 épisodes. Chouette !» Rien que le fait, et c'est scientifique, de penser à quelque chose qui me fait plaisir, augmente de 27% la sécrétion de sérotonine. 27%. C'est pas négligeable. Deuxième chose que je peux faire, c'est organiser des moments de pause. Je sens qu'il y a eu des réactions là. Organiser des moments de pause dans la journée. Je ne peux pas rester concentré à 100%. Allez blaguer 2 secondes avec quelqu'un que vous aimez bien, allez prendre l'air, allez prendre un café, et puis revenez vous concentrer. C'est ces moments où je sors et où je re-rentre dans le travail qui vont me rendre efficace. Troisième manière de développer des émotions positives, essayez de faire tous les jours quelque chose pour lequel vous êtes doué. Chacun trouvera ce pourquoi il est doué, et essayez de développer ça. Et puis, dernière chose qui peut être utile, faites plaisir aux autres. En fait, quand on fait plaisir aux autres, on développe également des émotions positives chez soi, on reçoit autant que ce que l'on donne. L'altruisme, c'est une bonne manière de développer son bien-être au travail. Deuxième chose, entraînez-vous à regarder l'aspect positif des situations. Votre cerveau, c'est un muscle. Si je m'entraîne dans ce sens-là, je vais développer mon triceps. Si je m'entraîne dans ce sens-là, je vais développer mon biceps. Tous les jours, et vous l'avez déjà entendu, entraînez-vous simplement à penser aux 3 choses positives de la journée. Quelles sont les 3 choses dont je suis content? Plus vous allez faire ça, plus vous allez entraîner votre cerveau à regarder d'abord ce qui est bien, plutôt que ce qui ne marche pas. Ce qui est très français, hein, d'ailleurs, de regarder d'abord ce qui ne marche pas. Et puis, dernière chose, développer des relations de qualité dans l'entreprise, favoriser le respect, l'écoute, développer de la bienveillance envers soi et envers les autres. Être bienveillant envers soi, c'est être capable de se poser la question quand on est en difficulté, qu'est-ce que j'ai réussi déjà, qui va augmenter l'estime de soi, et quelles sont les forces dont je dispose, sur lesquelles je peux m'appuyer, qui va augmenter votre confiance en vous. Développer la relation, c'est un outil important en tant que manager. La relation, c'est votre outil de travail. La qualité des relations que vous avez avec vos équipes, c'est ce qui va vous permettre de faire passer de l'information. C'est un tuyau dans lequel l'information va passer dans les 2 sens. Alors, quand je dis développer la relation, ce n'est pas devenir copain, hein. Ce n'est pas ça.
C'est la différence entre la sympathie et l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à essayer de comprendre l'autre sans forcément se mettre à sa place et vivre les mêmes choses que lui. Et le tuyau de la relation, ça va se créer avec des moments informels. À chaque fois qu'on passe du temps ensemble, à la pause, là, qu'on discute d'autres choses, peut-être du travail, qu'on partage les mêmes passions, qu'on échange sur un match qu'on a vu la veille. Toutes ces petites choses vont créer et augmenter la largeur du tuyau. Et plus le tuyau est large, et plus c'est facile de faire passer de l'information. Et puis de temps en temps, on n'est pas d'accord. On s'accroche. Donc là, il y a des petits nœuds. Il faut les traiter. Il faut parler de nos désaccords. Il faut exprimer quand vous êtes mécontent. Il ne faut pas laisser l'émotion sortir, il faut exprimer l'émotion. Dire, voilà, je suis surpris, écoute, je suis déçu. Plutôt que de rester dans le non-dit et de vivre ensuite avec une forme de rancœur et d'avoir du coup des petits trous de fourchette là dans le tuyau. Quand il y a trop de trous dans le tuyau d'arrosage, au bout d'un moment, ça ne passe plus. Dernière partie, qu'est-ce que je peux faire en tant que manager pour développer le bien-être de mes collaborateurs? Plein de leviers à disposition du manager, plein de leviers qui vont vous aider à développer le bien-être de vos collaborateurs et à diminuer le stress perçu. Déjà, travaillez sur vous. Tout ce que je vous ai proposé, faites-le pour vous, ça fera du bien à tout le monde. Un manager stressé est systématiquement un manager stressant. Un manager qui est positif, qui est encourageant, qui est dans l'optimisme, diffuse une ambiance positive, encourageante et optimiste dans ses équipes. Donc, travailler pour vous, c'est déjà la première chose que vous pouvez faire pour vos équipes. Ensuite, essayez de doser les contraintes et les ressources, sachant que dans les contraintes, il y a des contraintes externes et internes. Parfois, je peux aider l'autre à prendre du recul dans la manière dont il analyse la situation. Apporter du soutien, on va voir les formes de soutien qui vont être efficaces. Et puis développer aussi, s'appuyer davantage sur la motivation intrinsèque. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. On peut évidemment favoriser un environnement positif en préservant la qualité au travail, insuffler de l'optimisme, donner du sens, expliquer pourquoi on fait les choses, c'est très important, et puis préserver la qualité des relations. Donc la motivation intrinsèque, il y a deux types de motivation. Celle sur laquelle on s'appuyait pendant longtemps, c'était la motivation extrinsèque. Mon environnement me motive, c'est la carotte et le bâton. Si tu fais ça, tu auras une récompense. Mais si tu ne le fais pas, tu seras puni. Donc c'est la récompense, le salaire, le statut, la sanction, c'est l'obéissance à la hiérarchie, c'est la compétition, le résultat. OK. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que parfois votre carotte elle est un peu râpée. Vous n'avez pas toujours les moyens de créer de la motivation extrinsèque. Et puis les générations Y, elles s'en foutent un peu. Elles ne fonctionnent pas pareil. Elles n'obéissent pas parce qu'elles doivent obéir. Elles obéissent parce qu'elles ont envie. Ah merde, comment je fais avec ça? Ça, c'est compliqué. Et ça c'est la motivation intrinsèque. Comment développer le plaisir, l'envie, le désir, l'envie d'apprendre, la stimulation intellectuelle, l'accomplissement de soi. 3 piliers importants. 1, laisser de l'autonomie, faire confiance aux gens. Au lieu de dire, tiens, Jean-Pierre et Martine, vous allez prendre ce dossier, je dis, qui a envie de le prendre? Alors peut-être que personne ne va lever la main. Vous n'êtes pas à l'abri. Mais vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des gens qui disent, bon, écoute, ouais, moi ça m'intéresse. Davantage développer l'autonomie, leur laisser plus de liberté, leur faire confiance, leur laisser plus de marge de manœuvre, inciter la prise d'initiative, valoriser la prise d'initiative. Deuxième chose, c'est la reconnaissance que vous allez leur apporter. Alors, on va beaucoup parler de la capacité à faire du feedback positif et du renforcement. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, ce que l'on sait, ça va sans doute vous faire réagir, c'est pour créer de la motivation dans les équipes, il faut faire en moyenne 7 feedbacks positifs pour 2 négatifs. Allez, je vous ramène à 3 pour 1, mais c'est mon dernier prix. 3 pour 1. Vous pouvez, là, peut-être, faire un petit retour en arrière et regarder à quel niveau vous en êtes vous-même dans votre capacité à faire des feedbacks. En tout cas, la motivation, elle passe par cette capacité à renforcer
faire preuve de respect, faire des feedbacks positifs, célébrer ce qui marche. Et le troisième pilier, c'est la qualité de la relation. On en a déjà beaucoup parlé. Co-construire, s'appuyer sur le collectif, s'appuyer sur l'intelligence collective, faire réfléchir ensemble les gens. Et puis surtout faire la chasse aux comportements toxiques. Ceux qui sont dans une compétition malsaine, au sein d'une même équipe, ceux qui vont être dans la manipulation. Là, il faut sanctionner et faire savoir qu'on sanctionne. Parce que c'est des comportements qui sont dévastateurs dans l'entreprise. La plupart du temps, les gens quittent une entreprise parce qu'ils ne se sentent plus bien dedans, parce que ça devient trop compliqué, et souvent parce que les relations ne sont pas saines. Vous, en tant que manager, vous avez 4 formes de soutien à apporter. 4. La première et la plus importante, c'est le soutien émotionnel, c'est l'écoute. Quand les gens viennent vous voir, ils ne viennent pas d'abord chercher une solution, ils viennent d'abord trouver un espace pour exprimer comment ils vivent une situation. Quand vous rentrez chez vous, pour peu que vous ayez une femme un peu attentive ou un mari un peu attentif, quand vous lui parlez de vos problèmes, c'est rarement pour qu'elle trouve une solution à votre place. Vous le faites pourquoi? Parce que ça soulage, je partage au sens premier du terme. Quand je viens voir mon manager, je viens d'abord partager un problème. Donc j'ai besoin qu'il prenne un petit peu de temps pour m'écouter. C'est une écoute active, je te pose des questions, je reformule pour montrer que j'ai compris ce que tu dis, je ne me positionne pas tout de suite, j'essaie de comprendre pourquoi toi, tu es dans cet état-là. C'est ce qu'on appelle le soutien émotionnel, et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour participer et développer le bien-être. Deuxièmement, c'est donner du sens et de l'information régulièrement. Le jour où on a mis sur le périphérique Porte d'Orléans 45 minutes, on s'est aperçu que les gens étaient moins stressés. Ce n'est pas qu'ils passaient moins de temps dans leur voiture, juste ils avaient l'information. Donc donner régulièrement de l'information et donner du sens. Donner du sens. Vous connaissez sans doute cette anecdote des tailleurs de pierre. Sur la route de Compostelle, il y a 3 tailleurs de pierre qui sont en train de travailler. Il y en a un qui est en train de travailler très lentement. On sent qu'il fait un peu la grimace. Vraiment, visiblement, ça ne l'amuse pas beaucoup. Puis il y en a un deuxième qui met un peu plus d'entrain. Voilà. Et puis alors, il y en a un troisième. Il a une pêche incroyable, il a la banane. Et d'ailleurs, quand on regarde le nombre de pierres qu'il a taillées, il y en a beaucoup plus que les 2 autres. Et donc le moine qui avance sur le chemin de Compostelle s'approche du premier et lui dit « Qu'est-ce que vous faites, mon brave ?»« Ça se voit, quoi, je taille des pierres. »« Oh, pardon. Ok, merci, excusez-moi de vous avoir dérangé. » Il va voir le deuxième et il dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Le deuxième il dit « Moi, je construis un mur. »« Ah, très bien. » Puis il va voir le troisième qui a une banane incroyable, qui est en pleine forme, qui y va à fond. Il dit « Et vous faites quoi ?» Et le garçon se retourne avec un sourire radieux et dit « Moi, je construis une cathédrale. » À chaque fois que vous donnez du sens aux actions, à chaque fois que vous les raccrochez à quelque chose de plus grand, à chaque fois que vous expliquez ce que tu fais, voilà à quoi ça sert et voilà comment ça s'accroche avec ce que fait ton voisin, ça permet aux gens de comprendre le sens. Et c'est extrêmement important pour le bien-être au travail. Troisième levier, c'est le coup de main, c'est le soutien matériel. Est-ce que je peux leur trouver un peu de temps quand ils sont vraiment en difficulté? Est-ce que je peux leur trouver des moyens supplémentaires, des délais? Est-ce que je peux leur donner moi-même un coup de main? Ou est-ce que je suis enfermé dans ma tour d'ivoire et je leur dis débrouillez-vous, ça ne me regarde pas? Et puis, dernier type de soutien très important, le renforcement positif, faire du feedback régulièrement, célébrer les tentatives aussi. Les tentatives, c'est bien, il faut célébrer l'initiative. Après, ça marche pas, on verra. Mais déjà, valoriser le fait que les gens essayent des choses, renforcer ça, et renforcer beaucoup plus le positif que le négatif. On sait aujourd'hui, dans les années 90, on disait aux managers, il faut que tu aies ta porte toujours ouverte. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous, sauf ceux qui sont en open space, parce que la porte là, évidemment, c'est compliqué, ont encore cette image d'un manager doit avoir sa porte toujours ouverte. Ce que la psychologie positive nous apprend, c'est que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça qu'il doit faire. Non. Parce que, implicitement, quand vous dites « ma porte est toujours ouverte », vous êtes en train de dire « j'ai rien d'autre à foutre que t'écouter. Viens quand tu veux, il n'y a pas de problème, je serai disponible. » Je ne suis pas sûr que la réalité soit exactement comme ça. Je pense qu'assez souvent, quand ils viennent, vous êtes en train de faire autre chose d'important et que peut-être que votre disponibilité d'esprit n'est peut-être pas à 100% à l'écoute du problème du collaborateur. Donc il vaut mieux avoir, et ça les études le prouvent, un manager qui, quand il a besoin de se concentrer, ferme sa porte et précise que, sauf cas de guerre nucléaire, venez pas m'emmerder. Par contre, quand ma porte est ouverte, si vous venez,
Je referme la porte et je vous assure que je serai à 100% avec vous. Mieux vaut un manager moins disponible, mais beaucoup plus attentif quand on vient le voir, qu'un manager soi-disant porte toujours ouverte, mais qui n'est pas capable de prendre le temps d'apporter ces 4 formes de soutien. Et puis, dernière chose sur laquelle vous pouvez travailler en tant que manager, c'est être attentif à la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, on sait qu'une des composantes du bien-être, c'est quand même la qualité de vie au travail. Elle a été définie en 2011 dans un accord national interprofessionnel, et elle se définit autour de 7 axes. Le premier, c'est la qualité des relations, le respect, l'écoute, le soutien, l'information, le dialogue. Le deuxième, c'est la qualité du contenu du travail. Est-ce que j'ai laissé d'autonomie ? Ça revient à la motivation intrinsèque dont on a parlé. Est-ce que mes tâches sont variées ou répétitives? Est-ce qu'on me donne des responsabilités? Est-ce que je participe aux décisions où il n'y a que le chef qui décide? Le troisième, c'est la qualité de l'environnement. Évidemment, le bruit, la chaleur, la propreté, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Travailler dans un environnement chez un client qui ne vous attend pas, qui vous a mis au sous-sol, à la cave, où il fait froid avec les archives, ce n'est pas très motivant. J'y vais un petit peu à reculons. Quatrième levier, la qualité des conduites du changement. On est dans un environnement qui change de plus en plus vite. Le nombre de process, le nombre d'organisations et de changements d'organisation. On a à peine fini une organisation qu'on en met en place une nouvelle. On ne comprend pas très bien d'ailleurs pourquoi on met en place la nouvelle, parce qu'on n'en voit pas les bénéfices. Il y a un enjeu à essayer d'expliquer au maximum, à accompagner ce changement, à donner du sens, à vérifier l'impact que ça peut avoir sur les gens. Ensuite, clarifier très clairement les rôles de chacun. Quand l'organisation est un peu floue, il y a des zones de gris et il y a des tensions entre les gens. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Qui fait quoi? Vérifiez aussi que vous êtes bien au clair sur le temps caché ou les travaux que font les gens qui ne sont peut-être pas dans la fiche de poste de départ, mais qui, au quotidien, leur prennent du temps. Vérifiez qu'il y a bien une adéquation entre les objectifs, leurs compétences et les moyens qu'on leur donne. Manifester de la reconnaissance sur le travail fourni. Et puis, le parcours professionnel, la possibilité de se projeter dans l'avenir, la possibilité de développer ses compétences, va aussi stimuler le plaisir au travail. Et enfin, on en a parlé, donc je ne reviendrai pas dessus, la possibilité de garder un équilibre de vie, en gardant en tête qu'en région parisienne, il y a le temps de trajet qui est souvent pris sur le temps perso, et qui, du coup, pour peu que vous soyez chez un client qui est un petit peu loin, peut vous prendre beaucoup et déséquilibrer assez rapidement votre équilibre entre vie professionnelle, vie privée et vie sociale. Voilà, on arrive au terme de cette présentation sur comment manager la performance et le bien-être. J'espère vous avoir sensibilisé à ces sujets-là. J'espère que vous aurez envie d'aller un petit peu plus loin. Vous avez plein d'ouvrages, vous avez plein d'applications pour tester ce que je vous ai proposé, notamment la pleine conscience. Et en tout cas, j'ai envie de vous dire que si vous avez vraiment envie de développer la performance de vos équipes, choisissez le bonheur, ce n'est pas une mauvaise voie. Merci. Stéphane Boutet. Merci Stéphane. Merci. Restez encore un petit peu avec nous, je pense qu'il y a quelques plaisir. collaborateurs et merci de nous avoir éclairés sur l'interaction relationnelle entre les individus. Vous nous avez donné des clés très importantes de la vie de tous les jours et particulièrement de la vie professionnelle. Merci Stéphane Boutet, mesdames et messieurs. Merci. Bien.